Bonjour, j'espère que vous portez bien. Bienvenue au sous-module où l'on aborde un régime dans les lois régissant les institutions financières fédérales qui se fonde entièrement sur des motivations prudentielles. C'est le régime des opérations avec apparenté. Comme le révèlent les lectures, l'introduction de ce régime est un élément clé de la réforme des lois de 1992. Selon la page 23 du Livre bleu de 1986, et je cite, « On entend par opération avec apparenté les opérations entre une institution financière et les personnes qui sont en mesure d'exercer un contrôle ou une influence sur cette dernière. Les transactions intéressées sont particulièrement dangereuses pour les institutions financières parce qu'elles menacent leur solvabilité. » Fin de la citation. Puisque tous les clients, les propriétaires et les autres intéressés d'une institution financière ont une certaine influence sur elle, je vais me permettre de qualifier le Livre bleu en référant à un apparenté comme étant une personne, y compris une personne morale, qui est en position d'influence inhabituelle relativement à l'institution. Ainsi, lorsque vous pensez au terme « opération avec apparenté », je vous suggère de penser en termes d'opération avec une personne en position d'influence inhabituelle. En fait, l'alinéa 468.3a de la loi sur les banques, qui habilite le surintendant de désigner comme apparenté une personne qui est à l'écart de ce que le Parlement a codifié comme apparenté, saisit bien cette notion de position d'influence inhabituelle. Au terme de cet alinéa, le surintendant peut désigner comme apparenté la personne suivante. Et je cite la version anglaise de l'alinéa car elle est plus claire. Any person whose direct or indirect interest in or relationship with the bank might reasonably be expected to affect the best exercise of the judgment of the bank in respect of a transaction. La loi sur les sociétés d'assurance renferme une disposition équivalente. Alors encore une fois, lorsque vous pensez au terme « opération avec apparenté », je vous suggère de penser en termes d'opération avec une personne en position d'influence inhabituelle. Bon, passons maintenant à l'examen des motivations derrière l'introduction du régime en 92 et les trois éléments clés du régime, soit 1. L'interdiction générale des opérations avec apparenté, ce qui demande une étude des notions d'apparenté et d'opération. Deuxième élément clé, les opérations permises. Et troisième élément clé, la condition applicable à presque toutes les opérations permises, soit celle que l'opération doit être effectuée à des conditions au moins aussi favorables pour l'institution financière que les conditions du marché. Commençons avec un survol des motivations du régime, soit les faillites et les pertes importantes découlant des opérations avec apparenté. Le Livre vert de 1985 renferme des explications claires et percutantes sur le besoin de contrôler les opérations avec apparenté. Tel qu'indiqué à la page 11, entre 1981 et le début de 1985, 11 sociétés de fiducie et de prêts ont fait faillite. Bien que plusieurs raisons sous-tendent ces faillites, ainsi que des pertes importantes qu'ont subies d'autres institutions financières lors de cette période, le Livre vert met en lumière les opérations avec apparenté comme source importante. C'est pourquoi le gouvernement s'est rendu particulièrement soucieux à l'égard de ces opérations. Je cite un extrait assez long, mais important, des pages 17 et 18 du Livre vert qui résume le tout. Des institutions financières ont subi d'importantes pertes à la suite de prêts consentis à des entreprises associées à une partie liée à l'institution ou d'investissements dans ces entreprises. Des pertes et des faillites ont également été entraînées par l'achat, par une institution financière, d'avoirs non financiers tels que des biens immeubles des entreprises de ce genre. Lorsqu'une opération comportant un lien de dépendance porte sur la vente ou l'achat d'un élément d'actif, elle offre la possibilité de fixer des prix artificiels ou irréalistes, ou encore des conditions spéciales, de manière à profiter à l'une des parties liées à l'institution aux dépens de cette dernière et des fonds qu'elle gère. Les transactions intéressées qui mènent à des abus peuvent causer des pertes tellement importantes à une institution financière qu'elle risque de la rendre insolvable, se traduisant ainsi par des pertes pour la clientèle et une menace à la stabilité du système financier. Alors, fin de la citation. Pour emprunter une expression du droit des délits, res ipsa locutor, c'est-à-dire la chose parle en soi. Je n'ai rien ajouté à ces raisons pour lesquelles les opérations avec apparenté renferment le besoin de les contrôler.
Aux pages 37 et 38 du livre vert, le gouvernement passe à l'examen plusieurs options de contrôler ces opérations. L'option qu'il privilégie à la page 38 sera codifiée en 1992. Je cite l'énoncé connexe qui, en une phrase, résume l'architecture du régime. Ainsi, l'approche préférée du gouvernement serait d'imposer une interdiction complète des transactions intéressées, un nombre limité de transactions étant permises, mais assorti de conditions. Fin de la citation. Regardons de plus près les trois éléments auxquels fait référence cette phrase, en commençant avec l'introduction générale des transactions avec apparenté. Celle-ci figure au paragraphe 489.1 de la Loi sur les banques et 521.1 de la Loi sur les sociétés d'assurance. Naturellement, l'examen de cette interdiction générale demande de passer à l'étude deux notions, celle d'apparenté et celle d'opération. Commençons avec la notion d'apparenté. Tel que je l'ai mentionné dans l'introduction de cet enregistrement, lorsque vous pensez au terme opération avec apparenté, je vous suggère de penser en termes d'opération avec une personne en position d'influence inhabituelle. Selon le Parlement, et tel que codifié au paragraphe 486.1 de la Loi sur les banques et 518.1 de la Loi sur les sociétés d'assurance, les particuliers et les entités suivantes sont apparentés à l'institution financière en question. Et je vais en nommer quatre. Alors, premièrement, en vertu de l'alinéa A de ces paragraphes, est apparenté un particulier ou une entité qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions de l'institution financière. Pour reprendre certains propos du sous-module sur le régime de propriété, on peut soutenir que le Parlement est d'avis que la propriété de plus de 10% des actions dans une catégorie confère ou peut conférer à la personne une influence inhabituelle sur l'institution financière. On peut également soutenir que la position spéciale d'un tel actionnaire justifie un agrément préalable du ministre des Finances. Alors, deuxième catégorie. En vertu de l'alinéa B de ces paragraphes, est également apparenté un administrateur ou un cadre dirigeant de l'institution financière elle-même, ou un administrateur ou un cadre dirigeant d'une société mère de l'institution financière. Vous vous souviendrez que nous avons abordé la notion de société mère dans le cadre du module 1 du cours. Une société mère est une société qui contrôle l'institution financière. Alors, troisième catégorie, est également apparenté un conjoint ou un enfant de moins de 18 ans d'une des personnes visées aux alinéas A et B des paragraphes. Alors, quatrième catégorie, est apparenté une entité contrôlée par une personne visée à l'un des alinéas A à C. Ainsi, une société sœur de l'institution financière lui est apparentée. Vous vous souviendrez que nous avons abordé la notion de société sœur dans le cadre du module 1 du cours. Bien que le paragraphe 486.1 de la Loi sur les banques et 518.1 de la Loi sur les sociétés d'assurance énonce d'autres apparentés, nous allons nous en tenir à ceux énoncés aux alinéas A à D pour les fins du cours. En d'autres mots, les quatre catégories que nous venons d'aborder. Bien que le champ des apparentés est large, tel que le révèlent les lectures, les modifications législatives découlant du Livre blanc de 1996 ont restreint le champ qui est entré en vigueur en 1992. Le régime soustrait certaines entités de ce champ, y compris au terme des paragraphes 486.2 de la Loi sur les banques et 518.2 de la Loi sur les sociétés d'assurance, une filiale en propriété exclusive d'une institution financière. C'est tout à fait logique, car tel que nous l'avons discuté dans le module 1, c'est l'institution financière qui contrôle la filiale. Par conséquent, c'est l'institution financière qui a une influence inhabituelle sur la filiale et non l'inverse. Passons maintenant à la notion d'opération. Dans une de ses lignes directrices, le BSIF exprime son avis que le terme opération doit être interprété dans son sens large, conformément au sens donné à ce terme dans la législation. Le BSIF exprime également son avis que presque tout acte ou accord visant plus d'une personne et modifiant les rapports entre les personnes constitue une opération. De plus, les paragraphes 488.1 de la Loi sur les banques et 520.1 de la Loi sur les sociétés d'assurance
étendent la portée d'opérations bien au-delà de son sens ordinaire. En vertu de ces paragraphes, sont assimilées à une opération avec apparenté les 4 opérations suivantes. Premièrement, les garanties consenties à des tiers au nom d'un apparenté. Deuxièmement, le placement effectué dans les valeurs mobilières d'un apparenté, même si ce placement découle d'un achat de ces valeurs mobilières d'un tiers et que l'apparenté n'est pas une partie à l'opération. Troisièmement, la constitution d'une sûreté sur les valeurs mobilières de l'apparenté, même si cette sûreté est en lien avec un prêt accordé à un tiers. Et quatrièmement, l'acquisition de la créance associée à un prêt qu'un tiers a consenti à l'apparenté. Alors dans ce cas, le prêt est déjà consenti et l'apparenté n'est pas une partie à l'opération. Ces assimilations à une opération avec apparenté sont les solutions de droit en lien avec les motivations à l'origine du régime. Alors maintenant que nous avons décrit les notions d'apparenté et d'opération, nous sommes en mesure de nous pencher de manière plus éclairée sur l'interdiction générale des opérations avec apparenté. Alors passons à cette interdiction. Les paragraphes 489.1 de la Loi sur les banques et 521.1 de la Loi sur les sociétés d'assurance énoncent que, sauf disposition contraire dans la présente partie, il est interdit à l'institution financière d'effectuer une opération avec un apparenté, que ce soit directement ou indirectement. Les paragraphes 489.2 de la Loi sur les banques et 521.2 de la Loi sur les sociétés d'assurance réputent une institution financière d'avoir indirectement effectué une opération régie par la présente partie si l'opération est effectuée par une entité contrôlée par l'institution financière, c'est-à-dire par une filiale de celle-ci. La portée de l'interdiction générale est donc large, et ce, en guise d'éviter des opérations qui pourraient être nuisibles à la santé financière de la banque ou de la société d'assurance. Vous vous souviendrez qu'à la page 38 du livre vert se trouve l'énoncé suivant, qui a été codifié en 1992. Ainsi, l'approche préférée du gouvernement serait d'imposer une interdiction complète sur des transactions intéressées, un nombre limité de transactions étant permises, mais assorties de conditions. Fin de la citation. Mais examinons maintenant le deuxième des 3 éléments auxquels fait référence cette phrase, en d'autres mots, les opérations permises. Si les opérations avec apparenté peuvent être particulièrement dangereuses pour les institutions financières, pourquoi en permettre? Bien, ce ne sont pas toutes les opérations qui sont dangereuses. En fait, certaines peuvent être bénéfiques pour l'institution financière. Le Parlement a donc fourni des exceptions conditionnelles à l'interdiction générale sous forme d'opérations qui, règle générale, soit devraient être bénéfiques à la situation financière de l'institution financière ou ne devraient pas avoir d'effets défavorables importants sur celle-ci. Avant de faire un survol des catégories de permission, soulignons que pendant les premières années du régime, le comité de révision du conseil d'administration d'une institution financière devait approuver au préalable presque toutes les opérations avec apparenté. Depuis 1997, au lieu d'examiner presque toutes les opérations, le comité veille à ce que des mécanismes internes appropriés soient mis en place pour permettre à l'institution de se conformer aux règles du régime. De plus, le comité de révision a pour tâche de revoir ces mécanismes et leur efficacité, ainsi que de revoir les pratiques de l'institution financière pour s'assurer que les opérations effectuées avec des apparentés et susceptibles de porter atteinte à la solvabilité de cette dernière soient identifiées. Tel que mentionné dans le balado du module 6, ce comité doit se composer d'au moins 3 administrateurs et d'une majorité d'administrateurs indépendants, c'est-à-dire des administrateurs qui n'ont pas des liens d'affaires commerciaux ou financiers avec l'institution financière qui peuvent être qualifiés d'importants pour ceux-ci et qui sont susceptibles d'influer leur jugement. Procédons maintenant aux catégories de permission. Je ferai uniquement référence aux dispositions de la Loi sur les banques en guise d'alléger l'examen des catégories. Mais sachez que la Loi sur les sociétés d'assurance renferme des dispositions équivalentes. Catégorie 1. L'article 490 permet toute opération ayant une valeur peu importante selon les critères d'évaluation établis par le comité de révision de la banque et agréés par écrit par le surintendant des institutions financières. En guise d'uniformité
et de transparence. Le surintendant a publié des lignes directrices qui établissent les critères que les institutions financières fédérales devraient appliquer pour évaluer si la valeur d'une opération avec apparenté est peu importante. Ces lignes directrices prévoient que si un comité de révision établit des critères à tout le moins aussi rigoureux que renferment les lignes directrices, ces critères sont réputés avoir été approuvés par le surintendant. Dans la mesure où la contrepartie de l'institution financière, dans le cadre d'une opération avec un apparenté, est à valeur peu importante pour l'institution financière, y compris une opération qui tombe dans l'une des 4 catégories de permissions qui suivent, le régime permet cette opération. Passons maintenant à la deuxième catégorie. Les opérations portant sur des prêts, des placements et des biens. Ce ne sera pas une surprise pour vous d'apprendre qu'en raison des pertes et des faillites que les opérations avec apparenté ont entraînées dans les années 80 et qui ont motivé l'introduction du régime, les permissions quant à ces opérations sont particulièrement restreintes. En règle générale, le régime ne permet pas ou limite grandement des opérations qui exposent les institutions financières fédérales à un risque financier lié à une apparenté. Au contraire, le régime est particulièrement permissif quant aux opérations qui exposent un apparenté à un risque financier lié à l'institution financière fédérale. Par exemple, l'article 493 permet à une banque d'emprunter une somme d'argent auprès d'un apparenté et l'alinéa 487.2 soustrait du régime l'émission d'actions d'une banque à un apparenté lorsqu'elles sont payées en argent. En raison des abus dans les années 80, du manque d'objectivité des institutions financières quant à l'achat des biens immeubles depuis leurs apparentés, ainsi que les pertes connexes importantes, le régime est très peu permissif à l'égard de telles opérations. Au contraire, le régime est permissif quant à l'achat de produits utilisés dans le cours normal de l'activité commerciale de l'institution financière et est assez permissif quant à la vente de biens meubles et immeubles. Le paragraphe 494.2 permet à une banque de vendre tout bien à une apparenté lorsque la contrepartie est entièrement payée en argent et il existe pour ce bien un marché actif. La présence de marché actif facilite l'évaluation du prix du marché du bien qui fait l'objet de la vente. Avant de passer à la troisième catégorie, il faut noter que le régime est plus permissif en ce qui concerne les prêts accordés par l'institution financière à ses cadres dirigeants. Les sociétés d'affaires dans les secteurs non financiers accordent à leurs cadres dirigeants des avantages et on peut raisonnablement soutenir que le Parlement ne voulait pas que le secteur financier déroge de façon trop importante à cette pratique. Le régime renferme donc des permissions spéciales quant aux prêts à ses apparentés. Dans le cas de la loi sur les banques, ces permissions spéciales figurent à l'article 496. Troisième catégorie, soit les opérations portant sur des services autres que des prêts et des garanties. Je commence par citer un extrait de la page 24 du livre bleu. Si les prêts, les placements et les opérations sur biens peuvent rendre rapidement une entreprise insolvable, il n'en va généralement pas le cas pour des opérations portant sur des services. Fin de la citation. La permission qui découle de cet énoncé figure à l'article 495. La permission est large, surtout en ce qui concerne l'achat et la prestation de services qui s'inscrivent dans le cadre normal de l'activité commerciale de l'institution financière, sauf les prêts et les garanties. Catégorie 4. Certaines opérations autorisées par le surintendant. Le régime permet au surintendant d'autoriser certaines opérations. Les sous-catégories d'opérations communes à la loi sur les banques et la loi sur les sociétés d'assurance que peut autoriser le surintendant sont les 3 suivantes. Premièrement, en vertu du paragraphe 494.3, les opérations avec des institutions financières qui s'inscrivent dans le cadre normal de l'activité commerciale de l'institution financière et qui portent sur des actifs autres que des biens immeubles. Deuxièmement, en vertu du paragraphe 494.4, le surintendant peut autoriser, dans le cadre d'une restructuration, des opérations qui portent sur des actifs. Et troisièmement, en vertu de l'article 499, le surintendant peut autoriser toute opération
s'il est convaincu que l'opération n'aura pas d'effet important sur les intérêts de la parenté et que celui-ci n'a pas influé grandement sur la décision de la banque avant d'y procéder et ne le fera sans doute pas. En plus de rencontrer ce seuil très élevé pour se prévaloir de cette soupape au régime, l'article 974 prévoit que l'autorisation en vertu de l'article 499 est un texte réglementaire. Un texte réglementaire doit être, entre autres, publié dans la Gazette du Canada. Passons maintenant à la cinquième et dernière catégorie d'opérations permises, soit celle permise par règlement. Alors, dans cette cinquième catégorie, les permissions sont accordées par le règlement sur les opérations avec apparenté pris en vertu de la loi sur les banques. Nous ne passons pas en revue ces permissions, mais il convient de noter que le règlement permet l'ajout de nouvelles permissions par voie du gouverneur en conseil au lieu du Parlement. Encore une fois, vous vous souviendrez de l'énoncé suivant du livre vert qui a été codifié en 1992. Ainsi, l'approche préférée du gouvernement serait d'imposer une interdiction complète des transactions intéressées, un nombre limité de transactions étant permises, mais assorties de conditions. Fin de la citation. Examinons maintenant le troisième des trois éléments auxquels fait référence cette phrase, soit les conditions. En fait, il n'y a qu'une condition, mais elle est très importante. La grande majorité des opérations permises sont sous réserve d'une condition qui est une solution de droit au problème énoncé à la page 24 du livre bleu. Et je cite. Le danger dans une transaction avec lien de dépendance est le manque d'objectivité dans l'évaluation du prix ou des autres conditions de la transaction. Fin de citation. Dans la loi sur les banques, la condition se retrouve à l'article 501 et sous réserve d'exceptions étroites, elle stipule que toute opération permise doit être exécutée dans des conditions au moins aussi favorables pour la banque que celles du marché. Les exceptions sont les prêts avantageux au cadre dirigeant et les opérations ayant une valeur peu importante. Pour être clair, l'opération soumise à la condition législative peut être exécutée dans des conditions plus favorables pour la banque que celles du marché. L'opération ne peut toutefois pas être exécutée dans des conditions moins favorables pour la banque que celles du marché. Alors, pour résumer, les faillites et les pertes importantes en raison d'opérations avec apparenté dans les années 80 ont mené à l'introduction du régime qui régit les opérations avec apparenté en 1992. Le régime comporte 5 éléments clés. Et les voici. Premièrement, une notion large d'apparenté. Deuxièmement, une notion large d'opération. Troisièmement, une interdiction générale des transactions avec apparenté. Quatrièmement, des catégories d'opérations permises, allant de permissions restreintes ou onéreuses pour des transactions plus risquées, à des permissions plus souples pour des transactions moins risquées. Et cinquièmement, une condition qui stipule que presque toute opération permise doit être exécutée dans des conditions au moins aussi favorables pour l'institution financière que celles du marché. Voilà donc qui met fin à ce sous-module. À bientôt.